Bonjour à tous, si vous avez entendu parler de Marc Aurèle grâce au film Gladiator, vous avez également entendu parler de Commode. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose de vrai à son propos dans le film. Mais bon, c'est toujours moins pire que le traitement accordé par Gladiator 2 aux empereurs Geta et Caracalla. On y reviendra dans les épisodes suivants. Au-delà du cinéma, Commode est souvent considéré avec Caligula, Néron et Domitien comme l'un des pires empereurs de l'histoire de l'Empire romain. Alors certes, il n'a pas été aussi bon que Marc Aurèle, Hadrien ou Trajan. Mais était-il si catastrophique que cela? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Lucius Aelius Aurelius Commodus, dit Commode, naît le 31 août 161 à Lanuvium, une cité du Latium proche de Rome. Son père est l'empereur Marc Aurèle et sa mère l'impératrice Faustine la Jeune. Je vous renvoie à la précédente vidéo de cette série consacrée à Marc Aurèle si vous souhaitez en savoir davantage sur eux. Il est tout de même intéressant de noter que Commode est le seul empereur romain à être porphyrogénète, c'est-à-dire qu'il est né alors que son père était déjà empereur. Il a donc une situation extrêmement privilégiée dès sa naissance. Né dans une fratrie de 13 enfants, il n'est pourtant pas épargné par les deuils familiaux, et ce dès son plus jeune âge. Son frère jumeau, Antoninus, meurt à l'âge de 4 ans en 165, ce qui a sans doute constitué un premier traumatisme pour Commode. Et en 169, c'est son frère Annius Verus qui meurt à l'âge de 7 ans, ce qui fait qu'en 169, Commode est le seul fils de Marc Aurèle encore en vie. On peut aussi noter qu'un certain nombre de présages négatifs entourent la naissance de Commode. Par exemple, pendant sa grossesse, Faustine aurait rêvé qu'elle accoucherait de 2 serpents, dont l'un serait plus féroce que l'autre, et un certain nombre de personnes relèvent que Commode est né un 31 août, soit le même jour que Caligula. De là à y voir un présage, il n'y a qu'un pas. Il sera d'ailleurs interdit d'évoquer cette coïncidence devant Commode sous peine de mort. Quoi qu'il en soit, dès son plus jeune âge, Commode est élevé comme un prince destiné à régner. Vous vous demandez peut-être pourquoi Marc Aurèle a choisi son fils biologique pour lui succéder alors que depuis Nerva, les empereurs ont préféré adopter le meilleur pour leur succéder. Personne ne peut répondre à cette question avec certitude, mais je tiens quand même à rappeler qu'avant Marc Aurèle, aucun Antonin n'avait eu de fils biologique capable de lui succéder et que toutes les adoptions se sont faites au sein de la famille impériale. Le choix de son fils biologique est peut-être apparu comme une évidence pour Marc Aurèle, sa santé fragile le poussant à rapidement se trouver un successeur légitime. Et puis il est difficile d'avoir une filiation plus prestigieuse que celle de Commode. Il est le fils de Marc Aurèle, le petit-fils d'Antonin et présente des liens de parenté avec Hadrien et Trajan. Commode est d'ailleurs pleinement conscient du prestige de ses origines. Malgré le fait que son père soit toujours en déplacement, Commode reçoit la meilleure éducation possible et évolue dans un environnement particulièrement privilégié, même s'il doit faire face à toutes les rumeurs qui circulent à la cour impériale. Sa mère, par exemple, avait la réputation d'être une femme volage et infidèle, et son père était régulièrement éclaboussé par des ragots. Et puis entre la peste et la guerre, le contexte général dans lequel il grandit n'est pas forcément des plus favorables. Marc Aurèle prend quand même soin d'associer rapidement son fils au pouvoir afin d'assurer la légitimité de ce dernier et de le présenter officiellement comme son successeur. À partir de 169 et la mort de Lucius Verus et d'Annius Verus, la formation de Commode devient plus que jamais une affaire d'État. Les choses s'accélèrent encore en 175 avec la tentative d'usurpation d'Avidius Cassius. À seulement 14 ans, Commode participe aux célébrations officielles et son père le fait venir sur le front danubien puis en Orient afin qu'il soit présenté aux soldats et qu'il découvre la vie militaire. À 15 ans, il reçoit le titre d'impérator et à 16 ans, il accède au consulat, ce qui fait de lui le plus jeune consul de l'histoire de Rome. La même année, en 177, il épouse Crispina, une jeune femme issue d'une riche famille sénatoriale. Sur le papier, et malgré quelques traumatismes durant sa jeunesse,
Commode est le candidat idéal au principat et sa légitimité peut difficilement reposer sur des bases plus solides. C'est donc sans difficulté que Commode succède à son père le 17 mars 180 à seulement 18 ans. Marc Aurèle meurt en pleine guerre sur la frontière danubienne, et cette guerre, Commode va devoir la terminer. Entouré des proches conseillers de son père, qui sont pour la plupart des généraux expérimentés et respectés, Commode est rapidement présenté aux soldats afin de s'assurer de la fidélité de l'armée. Mais le nouvel empereur souhaite rentrer à Rome le plus rapidement possible. Il reste donc 6 mois sur le Danube, le temps de conclure rapidement une paix avec les barbares. Cette paix n'est pas aussi bâclée que certaines sources le prétendent. On reproche souvent à Commode d'avoir acheté la paix et d'avoir dépensé beaucoup trop d'argent pour cela. Mais acheter la paix, c'est quelque chose qui se faisait déjà avant et assez largement. Marc Aurèle l'a fait, Antonin l'a fait, rien de nouveau là-dedans. On reproche aussi à Commode de ne pas avoir exécuté la volonté de Marc Aurèle, à savoir créer 2 nouvelles provinces plus au nord afin de repousser les barbares. Mais à cette époque, Rome n'a déjà plus les moyens de telles ambitions. Le choix de Commode de mener une politique défensive afin de consolider les frontières actuelles est sans doute le seul choix qui s'offre à lui à ce moment-là. Cela assure d'ailleurs la paix sur le Danube jusqu'à la fin de son règne et permet de reconstruire économiquement les provinces du Nord durement éprouvées par la guerre. À son retour à Rome, l'empereur est accueilli par des scènes de liesse et tout le monde l'acclame. Il est alors très populaire et la première année de son règne se passe très bien. Mais les choses vont rapidement se dégrader. Comme je vous le disais, à la mort de son père, Commode est très bien entouré par les conseillers de Marc Aurèle. Mais cela ne va pas durer et les mauvaises fréquentations de Commode vont rapidement prendre le dessus. On entend souvent dire que Commode était un mauvais empereur. En fait, ce n'est pas qu'il était un mauvais empereur, c'est qu'il ne voulait pas exercer le pouvoir. Il voulait uniquement se consacrer à ses loisirs et au plaisir. Il va donc assez largement déléguer son pouvoir à des favoris, ce qui va provoquer une compétition en interne et de nombreux mécontents. 3 favoris de Commode vont se succéder et de fait exercer la réalité du pouvoir à la place de l'empereur. L'affranchi Saotérus de 180 à 182, le chevalier Sextus Tigidius Perennis de 182 à 185 et enfin l'affranchi Cléandre de 185 à 189. Mais avant de parler de ces favoris, il faut évoquer le premier complot contre l'empereur qui a lieu à la fin de l'année 181 et au début de l'année 182 et qui est fomenté par Lucilla, la sœur de Commode. Pour bien comprendre ce complot, il faut parler de Lucilla. Si vous avez vu Gladiator, vous voyez sans doute Lucilla comme une femme pleine de vertu, de bonté et qui a à cœur de faire le bien. Ce n'est pas du tout le portrait d'elle que dressent les sources antiques, et pour le coup, toutes les sources sont d'accord entre elles, ce qui est quand même assez rare. Lucilla a été mariée à Lucius Verus, le co-empereur de Marc Aurèle, jusqu'à la mort de Verus en 169. Elle a donc été impératrice et a reçu le prestigieux titre d'Augusta, titre qu'elle a conservé même après la mort de son mari. Son père l'a forcée à se remarier avec Pompeianus, un fidèle de Marc Aurèle d'origine modeste qui s'est élevé au mérite. Lucilla méprise fortement son nouveau mari, qu'elle juge indigne d'elle en raison de son origine sociale. En 180 donc, son frère Commode devient empereur. Sauf que Commode est marié et par conséquent, Lucilla perd son titre d'Augusta et son statut d'impératrice au profit de Crispina, la femme de Commode. Blessée dans son orgueil, cette rivalité avec la nouvelle Augusta va alimenter un profond ressentiment chez Lucilla au point de comploter en vue d'assassiner son frère. Il doit mourir. Peut-être espérait-elle que l'un de ses fils puisse devenir empereur à la place de Commode. Quoi qu'il en soit, elle complote avec quelques sénateurs en vue d'assassiner son frère. Le complot aboutit en 182, mais Commode est sauvé par les prétoriens et la tentative d'assassinat échoue.
Lucilla est exilée et plusieurs sénateurs sont condamnés à mort. Ce complot, impliquant des proches de l'empereur, va avoir des conséquences psychologiques désastreuses sur Commode, qui sombre très rapidement dans la paranoïa. Surtout que peu de temps après, Saoterus, le favori de Commode qui exerçait le pouvoir à sa place, est assassiné par Paternus, l'un des deux préfets du prétoire. Au-delà de l'orgueil d'une sœur, ce que révèlent ces complots, c'est une lutte acharnée pour le pouvoir parmi les proches de l'empereur. Une compétition féroce sévit dans les premiers cercles du pouvoir. Mais même si l'empereur délègue l'exercice du pouvoir à ses favoris, ce qui provoque d'ailleurs toutes ces compétitions en interne, il garde quand même la main sur ce pouvoir, comme en témoignent les fortes répressions qu'il ordonne à la suite des nombreux complots. Sur le plan militaire, l'essentiel des alertes a lieu de 180 à 186. En Bretagne, tout d'abord, le gouverneur Ulpius Marcellus doit combattre des incursions de tribus, tandis qu'en Dacie, des opérations militaires sont menées par Pessinus Niger et Claudius Albinus, deux personnages dont on reparlera dans le prochain épisode de cette série. À Rome, après la mort de Saoterus, c'est Pérennice, le second préfet du prétoire, qui obtient les faveurs de l'empereur. Excellent militaire, les sources dressent des portraits très différents de lui, donc on ne sait pas trop s'il exerce le pouvoir pour rétablir l'ordre et épauler l'empereur suite au complot, ou si au contraire il profite de la faiblesse psychologique et de la paranoïa de Commode pour exercer le pouvoir et augmenter son prestige et sa fortune. Quoi qu'il en soit, après les complots, Commode limite fortement ses sorties officielles et se décharge de toutes ses responsabilités sur son préfet du prétoire, Pérennice. Le gouvernement de Pérennice va être un gouvernement de terreur pour l'aristocratie. Il va pour ainsi dire faire place nette et exiler ou exécuter tous les hommes forts de l'époque de Marc Aurèle. Il décime parfois des familles entières. Tout cela fait que Pérennice finit par devenir le chef de l'armée romaine. Et ironiquement, c'est ce qui va causer sa perte. Pourtant, ces réformes ne sont pas mauvaises. Il confie le commandement des légions à des chevaliers, alors que jusqu'à présent, seuls des sénateurs pouvaient commander des légions. Cela permet de placer des gens compétents à des postes à responsabilité. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui va se généraliser par la suite. Mais à cette époque, c'est encore très mal perçu et très mal accepté. Les relations entre Pérennice et l'armée vont donc rapidement se dégrader à cause de ces réformes. Surtout qu'en coulisses, Cléandre, un affranchi proche de Commode, commence à comploter pour évincer Pérennice. En 185, des séditions hostiles à Pérennice ont lieu dans l'armée de Bretagne. Les séditieux vont même envoyer une délégation à Rome qui va accuser Pérennice de complot. Sans doute influencé par Cléandre, Commode décide de lâcher son préfet du prétoire, qui est aussitôt exécuté par les soldats. Sa famille est également massacrée. Toujours en 185, il faut aussi évoquer les troubles causés en Germanie par une bande de déserteurs menée par un certain Maternus. Ces rebelles sont éliminés dès l'année suivante par une garnison locale. C'est là le dernier fait militaire majeur du règne de Commode. Il ne faut pas non plus oublier la peste antonine, cette épidémie de variole apparue en 165 et qui va continuer à sévir jusqu'en 190. Mais même si la peste sévit dans tout l'Empire, on remarque un contraste assez important entre d'une part les provinces et d'autre part Rome. Les provinces sont administrées de façon traditionnelle par des gouverneurs en général assez compétents et commencent à lentement récupérer des difficultés passées. Le règne de Commode n'y est donc pas perçu de façon négative. À Rome, par contre, les incessantes luttes de pouvoir entre les proches de l'empereur sont jugées scandaleuses et nuisent fortement à la réputation de l'empereur. Il est d'ailleurs temps de parler de Cléandre, l'affranchi qui s'empare du pouvoir en 185. Cléandre est extrêmement proche de Commode, au point que ce dernier va inventer à Cléandre une naissance libre fictive. Favori de l'empereur, il est aussi nommé chambellan et son pouvoir est sans doute similaire à celui d'un préfet du prétoire. Ses attributions officielles restent assez floues, mais il exerçait probablement le même pouvoir que Pérennice avant lui.
Évidemment, les sénateurs ne vont pas du tout approuver ce choix. Déjà parce que l'influence accordée à Cléandre leur échappe, et ensuite parce que les faveurs et la confiance accordées à un individu de si basse extraction sont considérés comme des affronts et représentent un signe distinctif de la tyrannie. Sans surprise, les sources qui nous sont parvenues, principalement rédigées par des sénateurs, décrivent Cléandre comme un parvenu vénal et corrompu qui a fait n'importe quoi dans le but de s'enrichir. Il est bien entendu impossible de vérifier ces dires, mais les sources sont toutes tellement unanimes et négatives envers Cléandre qu'il y a forcément une part de vérité là-dedans. Il semblerait par exemple qu'il ait mis en place un système de corruption généralisé au plus haut sommet de l'État. Il a également rappelé certains exilés comme Pertinax ou Septime Sévère. Les Antonins avaient pour habitude de promouvoir des gens modestes en raison de leurs compétences. Mais Cléandre, lui, promeut des gens qui le payent, ce qui fait que rapidement on se retrouve avec tout un tas d'incompétents à des postes à responsabilité, qui ne sont là que parce qu'ils ont payé Cléandre. Le but pour Cléandre n'est pas uniquement l'enrichissement personnel, c'est aussi de s'élever et de se créer un réseau. Et puis Cléandre est tellement proche de Commode que personne n'ose le critiquer sous peine d'être exécuté. Finalement, en 190, Cléandre va finir par tomber suite à une crise d'approvisionnement de blé. Il y a peut-être eu des manipulations pour faire de Cléandre le coupable idéal dans cette affaire, mais quoi qu'il en soit, il est accusé d'affamer le peuple. D'après Hérodien, qui a peut-être assisté aux événements, une foule se dirige vers le palais impérial pour réclamer la tête de Cléandre. Voyant cela, Cléandre fait charger cette foule désarmée par la cavalerie, ce qui conduit à la mort de nombreuses personnes. S'ensuit des émeutes violentes dans toute la ville. Craignant de perdre le soutien du peuple et sans doute aussi sa vie, Commode fait décapiter Cléandre et expose sa tête à la vue du peuple. Cela suffit à calmer le peuple, qui va quand même aller massacrer la famille de Cléandre, histoire de. C'est aussi durant cette période que Commode va répudier son épouse, Crispina. Discrète et effacée, la jeune femme n'a aucune influence sur son mari. Le problème, c'est que le couple n'arrive pas à avoir d'enfants et Commode va la rendre responsable de cela. Il va donc la répudier et l'exiler. Elle sera finalement assassinée dans les derniers mois du règne de Commode sans qu'on sache vraiment pourquoi ni qu'on en connaisse les circonstances exactes. Après la mort de Cléandre, l'empereur décide de reprendre les choses en main et d'affirmer son pouvoir personnel. En 190, il reste relativement populaire auprès du peuple, notamment en raison de sa beauté et de son charisme. L'aristocratie, par contre, le déteste et lui reproche toutes sortes de perversités. Il est vrai que tous les textes décrivent Commode comme un dépravé sans que l'on sache dans quelle proportion cela est vrai. Et puis la paranoïa de Commode ne va faire qu'augmenter avec les années et va de plus en plus l'isoler du reste du monde. Mais la fin du règne de Commode est surtout marquée par l'affirmation de la nouvelle personnalité de l'empereur et d'une certaine mégalomanie. Il n'hésite pas à se présenter comme le nouveau fondateur de Rome après l'incendie de l'hiver 191-192 et renomme même la ville de Rome en colonie antonienne commodienne. Commode va aussi s'assimiler à la figure d'Hercule, le héros surpuissant et invincible. Et enfin, il va se promouvoir en gladiateur victorieux. La gladiature, encore à cette époque, c'est une activité assez ambiguë. Elle peut apporter une très grande popularité, mais ça reste une activité peu recommandable pour un citoyen romain. Commode a toujours été passionné de gladiature et il a souvent pratiqué cette activité dans l'intimité du palais. Mais à partir de 190, il n'hésite plus à descendre dans l'arène pour massacrer des animaux sauvages et affronter d'autres gladiateurs en public. Par cette démonstration de sa supériorité, l'empereur cherche sans doute à affirmer sa suprématie sur l'empire et sa capacité à décider de la vie ou de la mort d'autrui. Outre le fait que la pratique de la gladiature en public est jugée infamante pour l'empereur, eh bien ces combats sont truqués afin de faire en sorte que l'empereur ne soit pas blessé, mais aussi qu'il soit toujours victorieux. Et le problème, c'est que ça se voit que c'est truqué. Il lui arrive même de combattre contre des estropiés ou des handicapés. Le rendu devait être assez ridicule.
C'est un peu comme si aujourd'hui Emmanuel Macron intégrait l'équipe de France de football et que les adversaires le laissaient marquer. Je ne suis pas certain que cela augmenterait sa cote de popularité. Même si, attention, Commode ne se contente pas de faire semblant. Il a pratiqué la gladiature toute sa vie dans son palais, il est donc un peu entraîné. Mais bon, il revendique 1000 victoires là où les meilleurs gladiateurs de l'époque en ont à peine une trentaine. La cruauté de l'empereur ne s'exprime pas uniquement dans l'arène en massacrant des animaux ou des estropiés. Tout le monde commence à avoir peur de lui. Certains spectateurs commencent à refuser d'aller au jeu par peur d'être intégrés de force au spectacle. Et les sénateurs, eux, sont contraints d'assister à chaque représentation et d'applaudir l'empereur, sous peine d'être exilés ou exécutés. Bref, tout cela n'arrange pas la réputation de l'empereur qui passe de plus en plus pour un tyran débauché. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé des excentricités de l'empereur, de sa paranoïa, des complots, des intrigues de palais. Eh bien, c'est parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Empire continue de fonctionner normalement. Les excès et les intrigues de palais sont limités à la ville de Rome, ce qui fait que dans les provinces, les gouverneurs font tourner l'Empire sans trop de difficultés. Il n'y a pas non plus d'innovation particulière durant le règne de Commode, et les finances de l'État sont toujours dans le rouge, étant donné que Commode n'a rien fait pour régler ces problèmes. Pas non plus de grands travaux, ni de tensions religieuses, l'empereur faisant preuve d'une certaine modération à l'égard des chrétiens. À part les quelques campagnes militaires du début de son règne et les nombreuses exécutions de sénateurs, il n'y a au final pas grand-chose à dire. Revenons donc à Commode. À la fin de son règne, toute l'aristocratie le déteste et a peur de lui. Dans un manuscrit intitulé « Ne pas se chagriner », découvert en 2005 et publié pour la première fois en 2010, le médecin Galien, contemporain de Commode, laisse transparaître sa crainte de voir ses biens confisqués et sa personne contrainte à l'exil. Cet état d'esprit semble assez représentatif de l'atmosphère qui régnait dans l'entourage de Commode à la fin de son principat. C'est donc assez logiquement qu'un nouveau complot va voir le jour avec pour but d'éliminer l'empereur. D'après des rumeurs qui circulaient, l'empereur aurait prévu de commencer l'année 193 par des exactions visant les nouveaux consuls et certains de ses proches. C'est pourquoi les conjurés décident de passer à l'action le 31 décembre 192. Il semblerait que 3 personnes aient fomenté ce complot: Quintus Aemilius Laetus, le préfet du prétoire, Eclectus, le chambellan, et Marcia, la concubine de l'empereur. C'est finalement Marcia qui passe à l'action en empoisonnant le vin de Commode. L'empereur vomit, mais ne meurt pas, si bien que c'est un athlète du nom de Narcisse qui est payé pour terminer le travail. Commode est donc le premier et le seul Antonin à mourir assassiné à l'âge de 31 ans. C'est Pertinax, l'un des derniers compagnons stoïciens de Marc Aurèle, qui est choisi pour succéder au tyran. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Quant au corps de Commode, il est discrètement transféré au mausolée d'Adrien et sa mémoire est condamnée à l'oubli. Prince bien né et bien entouré, Commode aurait dû être exemplaire, mais probablement trop jeune lorsqu'il devient empereur, il va largement déléguer son pouvoir pour se concentrer sur ses loisirs. Peu à peu, ses actes vont saper sa popularité, surtout qu'en coulisses, ses proches se disputent le pouvoir, ce qui va conduire à des complots qui vont fragiliser l'empereur. Ce n'est pourtant qu'à partir de 190 que les choses vont vraiment se dégrader. Sans doute fatigué d'être la marionnette de ses favoris, Commode décide d'imposer son pouvoir. Malheureusement, pour le pire, ses nombreux excès et ses nombreuses exactions vont le conduire à sa perte. Pourtant, l'Empire ne s'en sort pas si mal, les exactions de l'empereur et les intrigues de palais se limitant à la ville de Rome. Les aristocrates vont quand même payer un lourd tribut, et la succession de Commode, préparée à la hâte, va conduire à une nouvelle guerre civile, une première dans l'Empire depuis près de 100 ans. Ainsi s'achève la dynastie des Antonins et la paix de l'Empire.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que cette série vous plaît toujours autant. Merci en tout cas pour votre soutien et vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Comme d'habitude, c'est toujours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi la commenter pour me dire ce que vous en pensez ou réagir sur Commode. Pour la suite, c'est la dernière vidéo avant donc une petite pause estivale. Je reviendrai donc en septembre avec une nouvelle vidéo sur je ne sais pas encore quel sujet. Et pour la série sur les empereurs romains, on reprendra certainement en octobre. Donc d'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été si vous en avez. Sinon, tout de même un très bel été, ensoleillé, pour une fois, ça serait bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis du coup à bientôt en septembre.